Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Walter Harrison Beckford était un homme dont la vie semblait toute tracée vers le succès, dès son plus jeune âge. Fils d'un professeur d'économie et d'une infirmière, il avait grandi dans un foyer modeste mais aimant, où l'on valorisait l'effort, la dignité et le sens du devoir. Très tôt, il montra une intelligence rare et une ambition silencieuse, de celles qui ne crient pas, mais construisent patiemment. À 52 ans, Walter était devenu l'un des visages les plus respectés de la finance new-yorkaise. Il dirigeait Beckford Holdings, un conglomérat d'entreprises internationales dans les domaines de la technologie, de l'immobilier et de la santé. Mais ce qui le distinguait des autres magnats de Wall Street, c'était son engagement philanthropique, discret mais profond. Il finançait des bourses universitaires pour les jeunes défavorisés, des programmes artistiques dans les quartiers oubliés, et des cliniques mobiles dans les zones rurales. Sa réputation, bien qu'édifiée sur des chiffres impressionnants, reposait sur son intégrité, son humilité et sa volonté sincère de rendre le monde un peu moins dur pour ceux qui n'avaient pas eu sa chance. Mais derrière cette image publique, Walter vivait dans une solitude soigneusement construite, presque austère. Il n'avait jamais été marié. Pas d'enfants. Peu d'amis proches. Trop de trahisons, trop de déceptions. L'homme qui avait su gagner la confiance de milliers de collaborateurs, de partenaires et d'associations caritatives, n'accordait plus facilement la sienne à titre personnel. Il rentrait chaque soir dans un appartement silencieux, avec pour seule compagnie une vieille platine vinyle et quelques ouvrages reliés en cuir qu'il relisait inlassablement. Ce soir-là, pourtant, il avait décidé de célébrer. Non pas un nouveau contrat, ni un record en bourse, mais l'ouverture imminente d'une aile pédiatrique qu'il finançait à l'hôpital Mount Sinai, dédié aux enfants atteints de maladies rares. Un projet qui lui tenait à cœur depuis la mort d'un petit garçon nommé Elia, qu'il avait rencontré lors d'une visite à l'hôpital 3 ans plus tôt. Le garçon de 7 ans, atteint d'une maladie incurable, lui avait offert un dessin représentant un hôpital, plus lumineux, avec des jouets partout. Walter avait gardé ce dessin dans son portefeuille. Il avait donc réservé une table privée au Cèdre d'Or, l'un des restaurants les plus prestigieux de Manhattan, perché au sommet d'un gratte-ciel vitré qui dominait la ville comme une cathédrale moderne. La salle, décorée de bois sombres et de lumière dorée, baignait dans une élégance feutrée. La ville brillait sous leurs pieds comme un tapis de diamants. Le vent du soir faisait frissonner les vitres, mais à l'intérieur, tout n'était que chaleur, verre fin et nappe de lin. Matteo Rinaldi, le chef étoilé, avait personnellement conçu le menu, risotto aux champignons sauvages, homard rôti à l'estragon, et un dessert au yuzu et au chocolat noir. Rinaldi était réputé pour sa perfection clinique. Aucun détail ne lui échappait. Pour Walter, c'était l'occasion de célébrer en silence, loin des micros, avec un bon vin et le sentiment du devoir accompli. Il était seul à sa table, et cela lui convenait. Un verre de Barolo 2001 à la main, il prit le temps de humer les arômes, de fermer les yeux un instant, comme pour savourer la paix, rare et précieuse. Puis, le risotto arriva, fumant, délicatement dressé dans une assiette en porcelaine blanche. Le serveur s'effaça dans un murmure. Walter leva sa cuillère avec élégance, prêt à goûter la première bouchée. C'est à cet instant précis que tout bascula. Une voix surgit, tranchant l'air comme un éclair dans un ciel serein. « Monsieur, ne mangez pas ces sédillas. » Un cri. Vif, tendu, désespéré. Il claqua contre les murs dorés du restaurant comme un fouet. Les têtes se tournèrent. Le silence, instantanément, fut total. Walter suspendit son geste, la cuillère figée à quelques centimètres de ses lèvres. Son regard, d'abord incrédule, se posa sur l'origine de la voix. Une jeune fille, haletante, visiblement paniquée, fonçait vers lui en courant. Elle portait une veste de cuisine trop grande, nouée maladroitement à la taille, et un pantalon taché de farine. Son badge pendait de travers. Ses cheveux bruns, bouclés, étaient retenus par un simple élastique. Elle semblait avoir à peine 12 ou 13 ans. Elle arriva devant la table, les mains tremblantes, le souffle court. « Ne mangez pas ça, s'il vous plaît, monsieur. C'est dangereux. Les champignons, ce ne sont pas les bons. Je les ai vus. »
Je les connais. Ce sont des Ammanites. Des Ammanites phalloïdes. Walter fronça les sourcils, sans encore comprendre, tandis que l'équipe de cuisine, alertée par le tumulte, arrivait à son tour. Le chef Rinaldi, livide, se précipita vers le plat, sa main tremblante soulevant les morceaux de champignons bruns. Son visage se figea d'horreur. Mon Dieu! Tous les regards se tournèrent brusquement, certains avec agacement, d'autres avec inquiétude, vers la source du cri. Le silence feutré de la salle, jusque-là rythmé par les tintements de verre et les conversations discrètes, venait d'éclater comme du cristal sous un choc. Une jeune fille courait en direction de la table centrale. Sa silhouette frêle contrastait violemment avec l'élégance sobre du restaurant. La veste de cuisinier trop grande battait autour d'elle comme une voile au vent. Ses baskets sales dérapaient légèrement sur le marbre lustré, et ses cheveux, défaits sous la sueur, collaient à son front. Son visage était rouge de l'effort et d'une émotion plus profonde, la peur. Une peur sincère, animale, instinctive. Arrivée à quelques pas de la table de Walter Beckford, elle s'arrêta brutalement, essoufflée, tremblante. Son regard se posa droit sur lui, implorant, urgent. Mais elle ne recula pas. Elle ne détourna pas les yeux, malgré les murmures d'indignation et les regards désapprobateurs de certains clients huppés. « Je m'appelle Lucie Morale. » balbutia-t-elle d'une voix étranglée. « Je suis apprentie dans la cuisine. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Je sais ce qu'il y a dans ce plat. » Walter, toujours immobile, la cuillère suspendue entre ses doigts, cligna des yeux lentement. Il n'était pas un homme à se laisser impressionner. Et pourtant, quelque chose dans le regard de la jeune fille le frappa en plein cœur. Ce n'était pas une mise en scène. Ce n'était pas un excès de zèle. C'était du désespoir pur. Lucie s'approcha d'un pas, les bras légèrement tendus comme pour l'empêcher physiquement de manger. Elle parlait vite, trébuchant parfois sur ses mots, mais la conviction qui émanait d'elle était irréfutable. Le chef, il s'est trompé. Il devait utiliser des chanterelles. Mais j'ai vu le panier. Il a pris celui d'Accent Grave Côté, celui qu'un fournisseur avait posé par erreur. Ce sont des Ammanites phalloïdes. Elles se ressemblent, mais elles tuent. Même une bouchée, même une toute petite. Vous pourriez être empoisonné en moins de quelques heures. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Le genre de silence qui naît lorsque l'on presse qu'un drame a été évité de justesse, mais que personne n'ose encore y croire. Les clients voisins s'étaient figés, certains debout, d'autres à demi levés, fascinés par la scène. Le chef Matteo Rinaldi entra dans la salle quelques secondes plus tard, alerté par le tumulte. Il s'approcha, sourcils froncés, prêt à réprimander. Mais dès qu'il vit Lucie, et surtout ce qu'elle pointait du doigt dans l'assiette, son visage pâlit. Il reconnut immédiatement les lamelles blanches, la teinte vert olive sur la base du chapeau, les stigmates d'un danger insidieux que seuls les connaisseurs savaient déceler. « Mon Dieu !» murmura-t-il en se penchant, les mains tremblantes. Il effleura les champignons du bout des doigts. Puis se redressa lentement, comme accablé d'un poids immense. « C'est vrai ?» dit-il enfin, d'une voix cassée. « C'est une erreur terrible. » Le monde sembla s'effondrer autour de lui. Le personnel du restaurant, choqué, restait figé. Une serveuse éclata discrètement en sanglots. L'air dans la pièce était devenu irrespirable. Walter, quant à lui, recula lentement sa main, puis déposa la cuillère avec une précision infinie sur le bord de l'assiette. Il n'avait rien dit. Rien encore. Mais dans ses yeux, on lisait quelque chose de nouveau. Une vulnérabilité rare. Une prise de conscience soudaine. Il venait de frôler la mort. Et cet enfant, car elle n'était guère plus qu'une enfant, venait de lui sauver la vie. Le gérant appela une ambulance dans la foulée. Les secours arrivèrent rapidement, accompagnés de médecins d'urgence et d'un inspecteur sanitaire. Walter fut conduit à l'arrière du restaurant pour des analyses préliminaires. Le poison n'avait pas été ingéré. Il était sauf. Grâce à une voix qu'on aurait pu ignorer. Grâce à une apprentie que personne n'avait vue arriver. Le lendemain, l'histoire fit la une des journaux. Une apprentie sauve la vie d'un milliardaire. Lucie Morale, 13 ans, évite le drame au Cèdre d'Or.
Les chaînes de télévision racontèrent les faits avec émotion. La presse célébra son calme, sa rapidité, et surtout, sa connaissance des champignons. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les hashtags Lucie la Brave et #SavedByKnowledge devinrent viraux. On apprit bientôt que Lucie avait été initiée à la botanique par son grand-père, un ancien garde forestier du Vermont. Depuis ses 6 ans, elle passait ses étés à identifier les plantes, à dessiner les champignons dans un vieux carnet, à apprendre à reconnaître le beau, le rare, et le dangereux. Ce savoir, né dans une cabane en bois au bord d'un lac, venait de sauver un homme puissant au sommet d'une tour d'acier. Quelques mois plus tard, loin des projecteurs et du faste new-yorkais, Walter Beckford se tenait dans un bureau modeste aux murs couverts de bibliothèques remplies de livres usés, situé dans un quartier discret de la ville. C'était un espace simple, presque humble, loin des suites luxueuses où il avait l'habitude de prendre ses décisions financières. Assise face à lui, Lucie Morale avait grandi depuis cette fameuse soirée au Cèdre d'Or. Elle portait une robe simple, ses cheveux toujours bouclés encadrant un visage devenu plus sûr, mais toujours empreint d'une douceur presque fragile. Son regard brillait d'une curiosité insatiable et d'une reconnaissance profonde. Walter l'observa longuement, silencieusement, avant de briser le silence. « Lucie, je ne peux pas te remercier assez pour ce que tu as fait. Ce que tu as accompli n'est pas simplement héroïque, c'est une leçon d'humanité. Tu m'as sauvé la vie, mais surtout, tu as rappelé à tous ici que la vigilance, la connaissance, et le courage comptent plus que tout. » Il sortit un dossier de sa mallette et le posa doucement devant elle. « Je veux financer entièrement tes études, jusqu'à l'université. Et je voudrais aussi t'offrir un stage dans ma fondation. Tu pourras y utiliser ton esprit vif et ta curiosité pour aider d'autres jeunes comme toi. » Lucie sentit ses yeux s'humidifier. Jamais elle n'avait imaginé, enfant de mère femme de ménage dans un vieil hôtel du Bronx, que son amour des plantes et des champignons l'amènerait si loin. Elle baissa les yeux, sourit timidement, puis releva la tête avec une détermination nouvelle. « Merci, monsieur Beckford. Je ne vous décevrai pas. Je veux apprendre, et un jour, aider les autres, comme vous avez aidé ma famille. » Au fil des années, Lucie devint une jeune femme brillante. Ses journées se partageaient entre les cours à l'université et les laboratoires de recherche. Spécialisée en biologie, elle choisit très vite la mycologie, fascinée par la complexité et la richesse du monde fongique. Sa passion initiale se transforma en vocation profonde. Elle participa à des projets innovants, développant des antidotes contre les intoxications fongiques, un fléau méconnu mais meurtrier dans certaines régions rurales et isolées. Parallèlement, elle lança des campagnes de sensibilisation dans des écoles et des villages, transmettant ce savoir précieux, souvent vital. Walter, de son côté, continua à mener ses œuvres philanthropiques, mais désormais, il n'était plus seul. Lucie était devenue son alliée et son amie, une lumière nouvelle dans sa vie souvent austère. Lorsqu'ils se rencontraient, leurs conversations mêlaient réflexion sur la science, sur l'engagement social, sur la fragilité de la vie. Leur relation symbolisait cette rencontre improbable entre deux mondes que tout semblait séparer, celui d'un milliardaire habitué au contrôle et au pouvoir, et celui d'une jeune femme venue de modeste origine, armée seulement de sa passion et de son courage. Mais l'un et l'autre savaient que c'était justement cette différence qui les avait unis, comme un fil invisible tissé par la vie elle-même.